Imaginez, vous êtes en Roumanie, en plein milieu du pays, dans les Carpates orientales. Vous vous baladez tranquillement et d'un seul coup, les panneaux changent. Le roumain commence à laisser place à une langue étrange, qui n'est ni du slave ni du latin. En effet, tout est en hongrois. Le nom des villes, des magasins, le nom des rues, plus rien n'est en roumain. Alors que, pourtant, on est à 700 km de Budapest. Vous êtes toujours en Roumanie, mais vous êtes pas vraiment chez les Roumains. Bienvenue au pays Sicule. Székelyföld en hongrois, Ținutul Secuiesc en roumain. Une enclave hongroise au cœur géographique de la Roumanie où vivent environ 600 000 personnes qui se considèrent roumains de citoyenneté, hongrois de langue et sicules d'identité. Et qui sont là, sur ces terres, depuis environ 800 ans. Mais qui sont-ils ? Pour vous donner une idée de quels chiffres on parle lorsqu'on parle de la minorité hongroise, en fait, le recensement de 2021, il parle d'environ 1 million de personnes qui appartiennent à cette minorité-là. Et ouais, du coup, les Hongrois sont une plus grosse minorité que les Roms en Roumanie, donc c'est quand même très important, ce qui représente à peu près 6% de la population totale. Et cette minorité est concentrée pour la plupart au même endroit, en Transylvanie. On peut vraiment parler d'enclave en Roumanie, c'est ça qu'on appelle le pays Sicule. Ce pays Sicule correspond à 3 județ roumains qu'on peut appeler en français des départements, le județ d'Arghita, le județ de Covasna et une petite partie du județ de Mureș. Pour vous donner une idée, dans le județ de Arghita et de Covasna, les Hongrois représentent 80% de la population. Là, on parle de 600 000 personnes qui vivent dans le pays Sicule, et le reste, il se trouve ailleurs, dispersé un peu dans le pays. Bon, jusqu'à maintenant, je vous parle des Hongrois et des Sicules, on a l'impression qu'ils appartiennent un peu à la même entité, mais en fait, non, pas du tout. Les Hongrois et les Sicules, c'est deux entités bien distinctes qui ont une histoire bien différente. On va commencer par les Sicules qui sont vraiment les plus intrigants. Ils ont vraiment une histoire passionnante, tout simplement parce que on n'en sait rien. Évidemment, on a beaucoup de théories, les historiens débattent de leurs origines, émettent des hypothèses, mais voilà, ce sont des théories, des hypothèses qui n'ont jamais été vraiment vérifiées. La théorie actuelle qui est la plus crédible et la plus solide, en fait, ça serait que les Sicules sont tout simplement des Hongrois normaux, en quelque sorte, qui auraient été envoyés un peu plus loin dans les terres pour servir de garde-frontières. En fait, c'était un peu les soldats de l'extrême, les légionnaires un peu zinzin de la Hongrie de l'époque. Bon, du coup, c'est bien beau tout ça, mais ça nous avance pas à savoir pourquoi ces Sicules sont encore présents en Roumanie actuelle. Pourquoi cette partie-là n'est pas hongroise? Qu'est-ce qu'ils foutent là en fait? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi ils sont restés là? Ça pose énormément de questions et on va essayer de creuser un peu plus. Un héritage historique. À partir du XIVe siècle, la Transylvanie, qui est intégrée au royaume de Hongrie, est gouvernée par 3 groupes politiquement reconnus, qu'on appelle l'Union des 3 Nations, qui a été formalisée en 1437. Le premier groupe, évidemment, vous vous en doutez, c'est la noblesse hongroise qui contrôle les terres. Le deuxième, c'est les Sicules, qui sont organisés en sièges, qu'on prononce zec en hongrois, qui sont des unités en fait militaires, mais également administratives. Ils sont théoriquement tous nobles, c'est-à-dire libres, en échange de leur aide militaire à la frontière. Et le troisième groupe très important en Roumanie, c'est les Saxons, qui ont été invités par les rois de Hongrie au XIIe siècle pour développer les villes. C'était un groupe germanophone, mais qui possédait énormément d'argent, qui ont développé énormément de villes en Roumanie, notamment Sibiu, Sighișoara, Brașov. C'était un groupe qui ont eu un impact très important dans l'histoire de la Roumanie. Pour cela, ils jouissaient de privilèges commerciaux extrêmement importants. Bon, du coup, je vous dis ça, mais un truc qui devrait vous sauter aux yeux. En fait, je parle des Hongrois, des Sicules, des Saxons, mais en fait, il manque un groupe là. On est quand même en Roumanie. Mais les Roumains ne font même pas partie de ce groupe. C'est vraiment les chiens galeux du groupe, quoi. C'est un truc de zinzin. Et pourtant, c'était quand même une majorité de locuteurs roumains, de culture roumaine, qui étaient présents sur ces terres. Mais non, pendant 500 ans, du 15e au 19e siècle, les Roumains étaient juste tolérés. Ils n'avaient aucune représentation politique, pas de droits civiques, même leur religion, parce qu'ils étaient orthodoxes, contrairement aux Hongrois et aux Saxons qui étaient catholiques ou protestants. C'était même pas une religion reconnue, quoi. Cette situation, elle a été perçue, légitimement d'ailleurs, comme une humiliation totale. En fait, ils étaient chez eux, mais vraiment, on leur chiait dessus, littéralement, quoi. C'était vraiment des moins que rien. Et comme toujours, les humiliations se transforment systématiquement en colère à un moment ou à un autre. Et on va forcément en reparler parce que ça va être le cas en 1918, date très importante pour l'Europe de l'Est. La trahison du Trianon.
Et oui, parce que ça y est, on y est. 1918, la Première Guerre mondiale se termine. Et la fin de cette guerre signe également la fin de l'Empire austro-hongrois. Tu aurais pu vivre encore un peu, Jenny. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Et la grande question de l'Europe centrale, c'est qu'est-ce qu'on fait des morceaux de l'Empire austro-hongrois? Parce que oui, l'Empire s'effondre, mais les peuples, eux, continuent d'exister. Le 1er décembre 1918, les Roumains de Transylvanie, qui sont enfin libérés du joug oppresseur des Hongrois, ils proclament l'union avec le royaume de Roumanie à Alba Iulia. Mais ça, c'est que sur le papier, il faut aussi que les vainqueurs valident cette entité nouvelle qui est le royaume de la Grande Roumanie. Ça va venir assez vite, le 4 juin 1920 au Grand Trianon. Ce traité, il est vécu comme une destruction, comme une trahison, et même d'ailleurs, c'est le cas en vérité quand on le voit, la Hongrie perd quand même 2/3 de son territoire. C'est un truc de malade, c'est impressionnant. Toute la Transylvanie part en Roumanie. La Hongrie est dépossédée de ses terres et également de sa population. On parle quand même de 3,3 millions de personnes qui du jour au lendemain se retrouvent être des minorités dans des nouveaux pays pour certains. C'est assez impressionnant, je vous laisse imaginer le fait d'être une minorité dans votre propre pays. Surtout pour les Sicules qui sont depuis 800 ans à 200 km des frontières hongroises, du jour au lendemain ils se retrouvent en Roumanie, totalement isolés, entourés de Roumains. Pour l'anecdote, un jour j'étais en auberge de jeunesse à Oradea, j'ai rencontré un Hongrois, on a discuté un peu et je lui ai dit qu'est-ce qu'il en pensait donc que la Transylvanie était hongroise. Il m'a regardé, il m'a dit « T'inquiète pas, on va le reprendre. On va reprendre la Transylvanie. » Littéralement, il m'a dit ça. J'ai dit « Ah, ok, très bien. » Donc voilà, ça veut dire qu'il y a quand même encore l'idée de reprendre ce pays. C'est encore un peu à l'heure actuelle une sorte de conflit gelé. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Pour les Roumains, c'est un rêve qui date depuis des centaines et des centaines d'années. C'est un rêve séculaire. Tout le monde rêve de la Romania Mare, la grande Roumanie. Et ça y est, enfin, 1920, c'est vraiment à ce moment-là que la Roumanie atteint l'apogée de sa taille. Elle n'a jamais été aussi grosse, mais évidemment, elle hérite également donc d'1,7 million Hongrois qu'elle n'a jamais voulu, qu'elle n'a jamais demandé. Mais bon, ça y est, hop là, elle a une minorité qui est immense dans le pays, ce qui est quand même souvent un cadeau empoisonné. 1,7 million d'habitants étrangers dans un pays, ce n'est pas rien, et ça va causer quelques problèmes tout le long du XXe siècle. Du vivre avec au vivre ensemble. Pour éviter que cette grosse minorité commence à poser problème au sein du pays, la Roumanie lance une politique d'intégration. Donc, il y a une romanisation qui se fait à l'école, des réformes agraires qui touchent les grands propriétaires hongrois, on limite également le hongrois dans l'administration. Évidemment, toutes ces réformes et ces mesures sont vues comme une humiliation et une perte de droits pour les Hongrois. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué et d'humiliant. Mais coup de théâtre, le 30 août 1940, Hitler et Mussolini forcent la Roumanie à céder la moitié nord de la Transylvanie à la Hongrie. Sans aucune guerre, sans rien, juste sous ordre de Berlin, la Roumanie doit céder ses terres à la Hongrie. C'est ce qu'on appelle le second arbitrage de Vienne. Évidemment, les Roumains, ils sont devenus majorité en 1920, redeviennent des minorités en 1940. Donc là, ça les rend un peu zinzin et ça va poser quand même pas mal de problèmes et des traumatismes également au sein de ces populations. Et donc pendant 4 ans, de 1940 à 1944, les Sicules redeviennent hongrois, donc refont à nouveau partie de la majorité. Et forcément, après des années d'humiliation en quelque sorte, on les a forcés à parler roumain, etc. Comme je l'ai dit, les humiliations conduisent forcément à des violences, à du ressentiment, et donc il va y avoir des violences contre les populations roumaines qui sont redevenues des minorités. Donc voilà, des violences qui vont encore recréer du ressentiment, évidemment. Je suis une minorité, je me fais taper dessus, après je redeviens la majorité, donc je tape dessus. Ça devient totalement fou. Voilà, du ressentiment entre les Roumains et les Hongrois. Ça conduit toujours à du grabuge. Et à la fin de la guerre, en 1944, la Roumanie, qui est toujours assez maligne au niveau des guerres, on l'a vu dans une vieille vidéo que j'ai faite sur l'histoire de la Roumanie. En 1944, elle change de camp. En fait, elle combattait du côté des nazis. Et pouf, elle se retourne contre eux et elle va les combattre, ces mêmes nazis, aux côtés des soviétiques. Et donc, en récompense en cela, on va lui rendre la partie nord de la Transylvanie. Et donc voilà, on revient à la même situation qu'en 1920. Toute la Transylvanie appartient à la Roumanie. Bon, vous le savez, le XXe siècle a été un moment d'expérience plus ou moins réussi en Europe. En 1952, vous le savez, la Roumanie était sous directive de l'URSS. Staline ordonne à la Roumanie communiste de créer la région autonome
hongroise. Ça, c'est vraiment un truc inimaginable aujourd'hui. En fait, toute la région de la Zegelifold devient autonome. 14 000 km², 730 000 habitants. La capitale, ça sera Târgu Mureș, une région autonome au cœur de la Roumanie. Dans ces 730 000 habitants, 77% étaient hongrois et l'administration était en hongrois. Pourquoi Staline impose ça à la Roumanie? Déjà parce que la doctrine marxiste-léniniste insistait sur l'autonomie territoriale des minorités nationales, mais surtout parce qu'avant la guerre, les communistes étaient bien plus nombreux chez les Hongrois de Roumanie que chez les Roumains. Mais bon, cette autonomie, c'était quand même un peu une coquille vide, parce que toutes les grosses décisions, elles étaient tout de même prise par Bucarest. Mais tout de même, le fait que l'administration soit en langue hongroise, que les cours soient faits en hongrois, c'est quand même vraiment un truc de fou. On a laissé de côté cette idée d'assimilation qu'il y a eu après 1920. Et donc ça, c'est quand même assez important, quoi, que les Hongrois pouvaient profiter librement de leur liberté culturelle. Pour vous dire, même la presse était en langue hongroise. Mais en 1965, tout va changer parce que le grand, ou plutôt le petit Ceausescu, arrive au pouvoir. Ceausescu, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, je vous invite à voir les vidéos sur la chaîne. Progressivement, il va démanteler cette autonomie hongroise. Parce que Ceausescu était quand même vraiment nationaliste et petit à petit, on l'avait déjà vu, mais essayait de s'émanciper de l'URSS. Et d'ailleurs, en 1968, Ceausescu abolit purement et simplement le système de région qu'il va remplacer par les Judets, équivalent de nos départements français. Et donc voilà, la région autonome hongroise disparaît purement et simplement. Et à la suite de ça, c'est littéralement la romanisation accélérée. Ceausescu, il supporte pas qu'il puisse y avoir des minorités, lui veut que tout le monde soit pareil, soit roumain. Il va procéder à des émigrations forcées des Hongrois vers des zones ethniquement roumaines pour que les Hongrois n'aient pas le choix de parler roumain. Il va limiter les écoles hongroises en Roumanie. Il y a également des industries lourdes dans ces Judets, donc ça va faire venir des travailleurs roumains. Donc voilà, en fait, il va essayer de diluer tous ces Hongrois autour des Roumains pour les faire petit à petit disparaître mécaniquement. En gros, il va essayer de casser totalement cette concentration ethnique. Mais en décembre 1989, vous le savez tous, un événement va marquer le tournant de l'histoire de la Roumanie, c'est la chute du régime communiste, la chute de Ceausescu. Mais d'ailleurs, le fait qui est très important, c'est que cette chute, elle est presque entièrement due à l'arrestation d'un pasteur hongrois, László Tokes. Sans ce Hongrois-là, qui faisait partie donc de la minorité hongroise de Transylvanie, la révolution, peut-être qu'elle allait jamais partir, en fait, elle allait jamais démarrer. Et donc ça, je trouve que c'est assez intéressant, parce que Ceausescu, qui voulait de tout son cœur écraser cette minorité, au final, il va se faire balayer par cette même minorité. Évidemment, en majorité, c'est quand même les Roumains qui ont fait la révolution, mais cette révolution est quand même partie de Hongrois de László Tokes. S'aimer en démocratie. Le fait que Ceausescu ait disparu et qu'on ait laissé place donc à la démocratie, à la République, ça n'a pas calmé les tensions. Et d'ailleurs, en mars 1990, il y a eu d'énormes émeutes à Târgu Mureș, qui était, on le rappelle, la capitale de la région autonome hongroise. Là, les groupes de Hongrois vont se friter avec les groupes de Roumains. Il y aura des grosses bagarres, il y aura même des morts, affrontements que personne, encore à l'heure actuelle, n'a oublié. Mais c'est assez important de le dire, malgré ces tensions et ces violences, la Roumanie n'a pas pris le chemin de la Yougoslavie, c'est-à-dire l'explosion totale, la guerre civile. Non, la Roumanie a réussi à conserver une certaine stabilité malgré cette grosse minorité au sein même de son pays. D'ailleurs, très vite, en 1990, un parti politique a été créé pour représenter cette minorité, l'UDMR, l'Union démocratique des Magyars de Roumanie, Magyar qui est un autre mot pour désigner les Hongrois. Ce parti, il a un poids politique très important, il a souvent participé aux coalitions gouvernementales, il s'est souvent allié aux partis qui étaient plus importants, comme le Parti national libéral, et d'ailleurs il a contribué à beaucoup de victoires concernant la minorité hongroise. Notamment grâce à lui, l'usage du hongrois dans les communes qui comportent plus de 20% de la population. Donc voilà, c'est une avancée quand même qui est très importante concernant cette minorité. Les panneaux également de signalisation sont en langue hongroise. L'école jusqu'à l'université se fait en langue hongroise. Donc voilà, les Hongrois ont énormément de droits et de privilèges au sein donc de la Roumanie. Mais évidemment, il a toujours cette petite voix en fond, portée notamment par le Conseil national des Sicules,
qui demandent, eux, l'autonomie totale de cette région hongroise. En fait, comme c'était le cas sous le régime communiste. Ils veulent avoir tout simplement leurs compétences propres quand il s'agit de l'éducation, de la culture et des finances locales. Il y a eu beaucoup de propositions de loi qui ont été déposées depuis 2003, mais évidemment toutes ont été rejetées. Parce que pour Bucarest, la Roumanie est un État national, unitaire et indivisible. Parce qu'évidemment, si on commence à donner l'indépendance aux Hongrois de Roumanie, on va donner l'indépendance à tout le monde en fait. Aux Roms, il y aura des villages de Tzigane quelque part qui seront indépendants, ça devient un peu débile, il faut l'avouer. Donc non, la Roumanie veut rester un et indivisible, ce qui est globalement normal. Mais ça évidemment c'est un point de friction assez important entre la Hongrie et la Roumanie. Parce que vous le savez, mais Viktor Orban, qui a été dégagé il y a très peu de temps d'ailleurs, lui il a fait des Hongrois de l'étranger un point central de sa politique. Et d'ailleurs même les Sicules qui vivent en Roumanie se sont vus octroyer la nationalité hongroise alors qu'ils n'avaient pour la plupart jamais mis les pieds en Hongrie. Et d'ailleurs Viktor Orban, encore lui, a énormément contribué au développement du pays sicule. En fait, il a lancé divers chantiers dans cette région. Il est même à l'origine de la construction de la plus grosse université de la région qui se situe à Svatolgorge. Donc voilà, il a un impact très important. Il a beaucoup mis d'huile sur le feu pour essayer de faire en sorte que ces Hongrois de Roumanie puissent être indépendants. En fait, c'est un peu ce que faisait Poutine en Ukraine dès 2014, de dire attention, il y a une minorité russe dans ce pays-là et je veux la protéger. Évidemment, la Hongrie a moins de pouvoir militaire que la Russie, donc ça fait qu'on est un peu plus tranquille. Mais voilà, le mécanisme est le même. C'était un peu également ce que faisait Georges Simion avec la minorité roumaine qui vit encore en Ukraine. Et c'est également cette mécanique-là qui a fait exploser la Yougoslavie lorsque Milosevic s'est rendu au Kosovo et qui a vu la minorité serbe se faire harceler, agresser, et donc voilà, qui a fait cette histoire tragique que l'on connaît tous. Et maintenant ? Voilà, donc bien que la situation soit réglée en quelque sorte, actuellement il n'y a pas de risque d'invasion hongroise au sein de la Roumanie. Les Roumains font beaucoup de blagues sur les Hongrois font beaucoup de blagues sur les Roumains. Je pense que la nouvelle jeunesse s'est un peu apaisée sur ces questions-là. Franchement, si vous avez l'occasion de visiter cette région, moi je la trouve tout simplement magnifique. Le drapeau des Sicules flotte encore toujours dans ces régions-là. C'est le drapeau bleu et or avec un soleil, une lune qui est dessus. C'est un drapeau magnifique d'ailleurs, je l'apprécie fortement. C'est vraiment une région où on vit différemment qu'en Roumanie, on mange différemment, c'est littéralement un pays dans le pays. Il y a des courtoches, il y a des goulash, même la population est totalement différente, les gens ils sont différents. J'ai l'impression, ça c'est que mon avis, que les Hongrois de Roumanie sont beaucoup plus cool, un peu plus baba cool, un peu plus occidentaux en fait, tout simplement. Tandis que les Roumains ont ce côté un peu plus slave, un peu plus bourru, un peu plus ours. Ça se ressent vraiment, notamment dans la ville de Svatolgorge, c'est une de mes villes préférées de Roumanie. En fait, elle est juste à 20 minutes de Brașov, elle est juste à côté, et c'est une ville totalement hongroise. Et dans cette ville, il y a souvent des fêtes, il y a même d'ailleurs la fête nationale de la Hongrie qui est fêtée là-bas. Et c'est une ville vraiment très intéressante à visiter. Moi, je l'adore, vraiment, j'adore cette ville, avec une ambiance totalement différente des autres villes roumaines en général. Donc c'est vraiment très amusant. Alors c'est assez amusant parce que là, j'ai regardé les chiffres, ça c'est les 1 million de Hongrois vivant en Roumanie, c'est les chiffres qui datent de 2021. Les chiffres de 2011 parlaient de 1 200 000. Ça veut dire quand même qu'il y a eu 200 000 personnes qui sont parties en 10 ans, ce qui est quand même assez important. Je suis curieux de voir les prochains chiffres du recensement. Je pense que ça arrivera dans à peu près 10 ans. Soit c'est une fluctuation normale, ou plutôt peut-être c'est une tendance baissière qui va être confirmée d'ici à peu près 10 ans, je pense au prochain recensement. On verra, est-ce que on arrivera plutôt à 800 000 Hongrois et petit à petit ce nombre est amené à baisser et peut-être même à disparaître. Le fait est que c'est une histoire assez intéressante à traiter, franchement, les Hongrois de Roumanie. Moi c'est vraiment un sujet qui m'a vraiment marqué. Depuis que je suis arrivé ici, je trouvais ça vraiment passionnant en fait, le fait qu'il y ait un pays dans le pays, c'est vraiment impressionnant. La première fois qu'on se retrouve là, on dit bonjour en roumain et les gens nous répondent bonjour en hongrois, c'est très particulier. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet, on ne sait pas, on verra bien. En tout cas voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao!